Bonsoir à tous, bienvenue à vous sur Monaco Info pour un nouveau journal dont voici les principaux titres. Le Centre de coordination gérontologique fête ses 20 ans, 2 décennies d'action qui soulignent l'importance que revêt la prise en charge des personnes âgées à Monaco, avec en toile de fond toujours des valeurs d'humanisme, de solidarité et de proximité. La conférence des Nations Unies sur l'océan, en marge des réflexions et discussions qui animent les pays présents à Nice depuis lundi. Un espace est dédié au public et met en lumière de nombreuses initiatives. Nous irons découvrir l'espace de la baleine installé au Palais des Expositions niçois. Le Festival international de télévision de Monte-Carlo ouvrira ses portes demain. Les stars de l'édition 2025 fouleront le tapis rouge avant 4 jours de projection, de rencontres avec le public ou de conférences. Nous serons dans ce journal avec le vice-président délégué du festival, Laurent Pionce. L'autre événement du week-end à Monaco, ce sont les rencontres des sites historiques Grimaldi. Vous pourrez retrouver samedi et dimanche plusieurs régions de France et d'Italie qui ont un lien historique avec la principauté. Des animations culturelles, des dégustations de spécialités et de l'artisanat local seront proposées. Au cœur de la semaine Philo Monaco, cette question, peut-on tout dire aux enfants ? Et puis le deuxième invité du journal sera l'ancien champion de taekwondo, Pascal Gentil, de passage en principauté à l'occasion de la conférence d'investissement Son Monaco. Le Centre de coordination gérontologique de Monaco, situé rue Princesse Florestine, vient de célébrer ses 20 ans d'existence ce matin. L'occasion pour nous de revenir sur les missions de ce lieu où l'humain est au cœur des préoccupations. Regardez ce reportage de Fabien Bonilla et Camille Caloni. Créé en 2005, le CCGM, autrement dit le Centre de coordination gérontologique de Monaco, souffle ce jeudi ses 20 bougies. Le souverain a visité les locaux situés rue Princesse Florestine. Ce centre de coordination gérontologique est un guichet unique à destination de toute personne de plus de 60 ans résidant à Monaco. Il a pour vocation d'accompagner le vieillissement avec humanité. C'est un élément essentiel de la prise en charge des personnes âgées. Sans ce centre de coordination de gérontologie de Monaco, le maintien à domicile des personnes âgées serait extrêmement compliqué. Ils interviennent à tous les niveaux, mais l'objectif avant tout du centre de coordination, c'est pouvoir assurer dans les meilleures conditions possibles, avec dignité, avec sécurité, le maintien à domicile en répondant aux attentes, aux appréhensions, aux difficultés, que ce soit de la personne elle-même, mais surtout des personnes aidantes, des proches aidants, sur lequel d'ailleurs nous travaillons à un projet de texte pour améliorer leurs conditions, parce que sans ces personnes qui sont au quotidien au contact de la personne âgée, le maintien à domicile ne serait pas possible. Donc je crois que c'est vraiment une des pièces maîtresses du dispositif de l'accompagnement des personnes âgées en principauté. Ces 20 ans d'existence se traduisent par des avancées concrètes, notamment la prestation d'autonomie mise en place dès 2007, le Mobibus en 2009, le registre canicule mis à jour chaque année pour prévenir les risques d'exposition aux fortes chaleurs, le service de toilette à domicile et plus récemment les gardes itinérantes de nuit pour apporter sécurité et réconfort aux seniors qui restent à domicile. En 20 ans, c'est 3625 personnes qui ont été aidées. Et on a une file active de 800 personnes par an, ce qui est conséquent. C'est un rythme soutenu. Le nombre de départs, soit pour une entrée en institution, soit malheureusement par décès, mais c'est une étape de la vie aussi, sont compensés par la création. Nous restons stationnaires à 800. Et pour clore cette visite du Prince Albert II, Mr. Wentis a réalisé une œuvre collective qui retrace les actions fortes des 20 années d'action du Centre de coordination gérontologique de Monaco depuis sa création à aujourd'hui. La veille de cet anniversaire, le Prince Albert II était hier à Nice dans le cadre de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, en marge de laquelle le sanctuaire Pélagos a officiellement annoncé le lancement du consortium Pélagos au Palais des Rois Sardes. Qu'est-ce que ce consortium? La réponse dans ce reportage de Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal. Le sanctuaire Pélagos est un espace maritime de plus de 87 000 km², faisant l'objet d'un accord entre l'Italie, Monaco et la France pour la protection des mammifères marins. Le sanctuaire est classé en aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne. Et bien pour redonner un coup de fouet, ce sanctuaire évolue avec désormais le consortium Pélagos qui a été lancé officiellement ce mercredi à Nice, au Palais des Rois Sardes, en présence du souverain et de nombreuses personnalités.
Ce consortium Pélagos, c'est un résultat des différents forums de Pélagos qu'on organisait pendant les Monaco Ocean Week. Et en fait, on a demandé aux acteurs de se regrouper ensemble, à plusieurs, pour proposer un seul projet, dans le but d'être plus efficace pour la protection du sanctuaire. Chacun travaillait un petit peu de son côté, sans forcément partager les données. Et grâce à ce consortium, on pense que voilà, ça va avancer beaucoup plus vite. Le consortium Pélagos réunit 12 partenaires de renom issus de la recherche, de la société civile, des institutions publiques et des collectivités locales. Cette initiative, soutenue par une coalition philanthropique dont la Fondation du Prince Albert II, a permis de débloquer un financement conjoint de plusieurs millions d'euros. 3,5 millions d'euros, c'est pour justement aider tous ces acteurs à pouvoir mener des études, à pouvoir faire des actions aussi auprès des gouvernements pour qu'ils puissent prendre des mesures. Mais vraiment à faire en sorte que ce sanctuaire Pélagos devienne une vraie aire protégée avec des zones de forte protection, avec aussi, si on arrive à limiter la vitesse des bateaux, à faire en sorte que finalement ce soit un laboratoire méditerranéen et qui puisse servir d'exemple en Méditerranée, mais aussi partout sur les autres mers. Et pour officialiser cette annonce, l'ensemble des partenaires de ce consortium ont apposé symboliquement sur un grand tableau leur signature. La conférence des Nations Unies sur l'océan voit donc de multiples engagements se concrétiser ou se renouveler pour la protection de la biodiversité marine. La France et le Costa Rica, co-organisateurs de l'UNOC, ont décidé d'associer la population à cet élan pour l'océan en ouvrant un espace au public où nous retrouvons sur place Émilie Rousseau avec Sylvain Péroumal. Oui, nous avons décidé de vous faire découvrir ce soir la baleine, car l'UNOC a investi les 10 000 mètres carrés du Palais des Expositions de Nice pour une plongée immersive au cœur des océans, un espace ouvert à tous, même au public, qui montre toutes les solutions possibles pour protéger nos océans. C'est un monde à explorer, une grande traversée de l'océan pour rapprocher les savoirs et les actions. Pour la première fois dans l'histoire des grandes conférences onusiennes sur l'océan, un espace baptisé pour l'occasion la Baleine a pris ses quartiers à Nice. Au-delà d'une immersion, il s'agit d'un espace d'action qui répertorie les solutions pour protéger cette zone qui représente 71% de la surface du globe. Les grands défenseurs de l'océan s'y donnent rendez-vous, comme la navigatrice et ancienne députée européenne Catherine Chabot. Il y a quelque chose de magique en fait dans la compréhension. Là, on est sur le pavillon de Mercator Océan et du jumeau numérique de l'océan. C'est absolument fabuleux de voir ce qu'on arrive à modéliser comme ça l'océan, de suivre l'évolution de la pollution plastique parce qu'on l'interface avec les courants marins, ça c'est complètement dingue. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils à la fois satellitaires, on manque encore de bateaux, d'observation in situ, etc. Mais on a des scientifiques formidables. La science et les scientifiques jouent un rôle central dans ces grands enjeux. Leurs résultats sont présentés ici au public, à la jeune génération, mais aussi aux acteurs de la protection de l'environnement. Marina Lévy est océanographe, directrice de recherche au CNRS. Elle a développé le baromètre Starfish, premier bulletin de santé de l'océan global. C'était une façon de rassembler en un seul endroit, en une seule voie, toutes les connaissances scientifiques qu'on a sur l'océan et de les transmettre au grand public sous une forme d'une étoile de mer, donc le baromètre Starfish, qui traduit à la fois l'état de l'océan, mais aussi l'état de la relation entre l'homme et l'océan, c'est-à-dire comment l'homme dégrade l'océan, comment il le protège également, et puis comment l'océan, en retour, apporte des bénéfices, des opportunités à l'humanité, et au contraire peut être source de catastrophes pour l'humanité, si on ne le protège pas assez. Et pour mieux comprendre ces enjeux essentiels, la baleine est répartie en 15 pavillons. Le thème du transport maritime y est par exemple abordé. Ce sujet occupe une grande place dans les débats de cette 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, et notamment la pollution sonore sous-marine. L'ouïe, c'est l'un des principaux sens sur lesquels les animaux se basent pour mener à bien toutes leurs fonctions vitales essentielles, pour se diriger, pour communiquer, etc. Et donc tout le bruit que viennent créer les activités humaines, notamment le transport maritime, tous les milliers de navires qui sillonnent l'océan, viennent en fait créer beaucoup de stress à ces animaux, viennent les faire fuir de leurs habitats favoris, les empêchent de communiquer, voilà, dérèglent un peu tout leur comportement naturel et dans le pire des cas va leur causer des blessures, voire la mort en provoquant leur échouage.
Avec cet espace ouvert au public, les organisateurs de l'UNOC entendent éveiller les consciences tout en faisant émerger les solutions d'avenir, car la santé de l'océan est l'enjeu de tous. Les stars du petit écran seront à Monaco ce week-end. C'est demain en effet que s'ouvrira l'édition 2025 du Festival international de télévision. Si les séries françaises seront bien représentées, les productions américaines, elles aussi, viendront à la rencontre de leur public. Entre avant-première, projection, séance de signature, l'événement promet de beaux échanges et la mise à l'honneur de la comédienne américaine Robin Wright et du comédien français Pierre Arditi. Nous sommes avec le vice-président délégué du festival. Bonsoir Laurent Pionce. Bonsoir. À la veille de l'ouverture du festival, dans quel état d'esprit êtes-vous et vos équipes? Très motivé et très déterminé pour une fois de plus une excellente édition du Festival de télévision de Monte-Carlo qui va se dérouler donc du 13 au 17 juin en principauté au Grimadier Forum. Est-ce que l'on peut dire que cette édition marquera un tournant particulier pour le festival? Pouvez-vous nous parler des grandes nouveautés de cette édition ou des grands temps forts? Alors écoutez, très sincèrement, l'an dernier on avait déjà réalisé une édition qui était pour moi exceptionnelle. Cette année, cette édition va être également, je pense, d'un très haut niveau, avec une très très belle ouverture, donc avec une avant-première française de la série Watson, en présence donc du personnage principal Maurice Chestnut. On aura également le plaisir de découvrir une star du petit écran qui va être justement récompensée par la nymphe de cristal, donc Pierre Arditi. Et également, donc comme vous le savez, on a créé depuis quelques années le prix du plus promising talent. Ça sera donc Jazz Sinclair qui va être awardé lors de cette nouvelle édition. Et quelle série, au-delà des événements que vous venez de mentionner, quelle série ou production attendez-vous avec le plus d'impatience? Alors écoutez, au niveau de la compétition, nous sommes très satisfaits du niveau de la compétition. Donc comme vous le savez, il y a 9 séries qui ont été nommées, et qui vont être diffusées tout au long de la manifestation. C'est ouvert au public également, donc tout le public peut venir, c'est gratuit. Visionner donc en avant-première, parce que ce sont des avant-premières mondiales ou européennes, les différents contenus qui vont être projetés tout au long de la manifestation. Ça, c'est du côté de la compétition. Alors, il y a la partie fiction et la partie actualité. Mais également, comme vous le savez, au Festival de télévision, un programme qui est dédié au public. Donc, c'est tous les événements publics que l'on va organiser tout au long de la manifestation, avec des séries françaises, donc Sous le soleil, Demain vous appartient, et puis également des séries donc américaine avec donc Teen Wolf qui est un très très gros succès, Bold and Beautiful, The Young and Restless, toutes les séries de Dick Wolf également qui seront présentes, il y a vraiment un programme qui est très riche pour tout le public qui souhaite assister, et je répète, c'est gratuit. Donc pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet du Festival de télévision. Le programme, je le répète, sera très très riche pour le public, avec une compétition de très très haut niveau et un jury cette année qui est présidé par 2 femmes exceptionnelles, donc Judith Light pour la fiction et Mireille Dumas pour l'actualité. 2 grandes dames de la télévision, et puis on l'a entendu, Exactement. Des valeurs sûres, toujours. Plus globalement, comment se portent les productions européennes face aux mastodontes américains? Alors écoutez, chaque année on peut le constater au travers de la compétition que ce ne sont pas systématiquement les productions américaines qui sont gagnantes, ce qui démontre très clairement que même les productions françaises et européennes sont de très très haut niveau et sont généralement récompensées au Festival de télévision de Monte-Carlo. Comment le festival s'est-il adapté aux évolutions de la consommation TV, et notamment, alors je pense aux plateformes de streaming? Écoutez, on a été, j'aime quand même le rappeler parce que c'est important, on a quand même été le premier festival à ouvrir ses portes aux plateformes digitales en 2017. On avait diffusé en avant-première mondiale Jack Ryan de la plateforme donc Amazon Prime. Alors vraiment à cette époque-là, et là je suis fier du travail qui avait été accompli, on a été pionniers dans ce domaine. On a vraiment senti que les plateformes digitales allaient devenir de plus en plus importantes, prendre de plus en plus d'importance dans le paysage de l'audiovisuel. Et nous avons ouvert cette édition en 2017 avec un contenu émanant d'une plateforme digitale. Après, on l'a renouvelé, bien entendu, l'expérience à plusieurs reprises. Donc c'est pour vous dire qu'il faut vraiment... Ce qui est important dans une manifestation comme le festival, c'est être toujours le premier. C'est-à-dire qu'il faut impérativement qu'on soit visionnaire et qu'on puisse anticiper tout ce qui nécessite de l'être. Y a-t-il une rencontre ou un moment marquant qui vous a particulièrement touché lors des précédentes éditions du festival?
il y en a énormément, hein. Mais une vraiment qui m'a énormément touché, c'était en 2019, lors de la remise des prix, donc pour la soirée de remise des prix. Nous étions dans la loge donc, avec le souverain, Michael Douglas et un de ses amis. Et j'étais là, donc moi je discutais avec Michael Douglas, le souverain parlait avec son ami, et je me suis dit, mais je rêve ou quoi? Je suis là dans la loge princière, je discute avec Michael Douglas, qui est quand même une très 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 grande star. Je me dis, des fois j'arrive même aujourd'hui, je me pose la question, je me dis, est-ce que c'était vraiment réel? Voilà. Mais j'en ai des souvenirs comme ça, j'en ai beaucoup, Desmond Tutu, j'ai rencontré énormément pas simplement au niveau acteur, mais des producteurs, des réalisateurs. Jerry Bruckheimer aussi, ça a été pour moi une rencontre exceptionnelle. Il y a eu tellement de beau monde au Festival de télévision de Monte-Carlo qu'il est difficile pour moi de vous donner vraiment tous les moments qui m'ont marqué. Mais 2019, avec Michael Douglas, qui est un acteur pour qui j'ai beaucoup de respect, pouvoir discuter avec lui comme ça, c'était vraiment un grand moment pour moi, ouais, tout à fait. Merci Laurent Plons d'avoir été notre invité alors que s'ouvre demain le Festival international de télévision de Monte-Carlo. C'est mon plaisir, merci à vous. L'autre événement ce week-end, ce seront les 6e rencontres des sites historiques Grimaldi. Et qui de mieux que l'un des plus fins connaisseurs de l'histoire de Monaco et des Grimaldi pour nous plonger dans la richesse du patrimoine monégasque et des figures marquantes de la principauté. Le directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier, Thomas Fouilleron, nous l'écoutons. La 6e rencontre va nous permettre de nous promener de l'Italie à la France, comme d'habitude, d'une montagne à l'autre, des Apennins à l'Auvergne, puisque parmi les principaux invités, pour l'Auvergne et le Velay, il y aura donc 3 communes de la Haute-Loire, du département de la Haute-Loire, qui sont liées au prince de Monaco par le mariage en 1920 du comte Pierre de Polignac avec la princesse Charlotte, la grand-mère du prince souverain. Et puis c'est un autre mariage qui illustre ses liens avec les Apennins, avec la petite principauté de Val di Taro dans la province de Parme. C'est un mariage en 1595, c'est plus ancien, entre Maria Landi de Val di Taro et Hercule Grimaldi. Puis il y aura quelques autres communes isolées, dans le Var, Olioul, parce qu'un évêque Grimaldi du XVIIIe siècle y est enterré. Et puis aussi dans les Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet, les Grimaldi en ont été gouverneurs au Moyen-Âge, sans oublier dans le Gard, Uzès. C'est un autre mariage encore, c'était au XVIIe siècle, la fille du prince Louis Ier qui a épousé le duché d'Uzès. Et il y aura comme toujours beaucoup de gastronomie, beaucoup d'artisanat. Et pour Uzès, n'oublions pas Haribo, les bonbons Haribo. Voilà pour cet avant-goût. Thomas Fouilleron était interrogé par Léa Dutrouille et se rappelle, les rencontres des sites historiques Grimaldi ont lieu samedi et dimanche, place du Palais. L'entrée est libre et gratuite. Nous l'évoquions hier, la semaine Philo Monaco se penche cette année sur la thématique de la vérité. Et justement, dire la vérité à tout âge, est-ce une bonne chose? Une thématique vaste qui est donc explorée sous toutes ses facettes, y compris la plus intime, jusqu'à dimanche. Hier, les intervenants ont conduit une réflexion autour de cette question. Peut-on tout dire aux enfants? Une de nos équipes a assisté à cette discussion au théâtre Princesse Grace. À quel moment dire, comment dire et surtout faut-il tout dire? Au cœur de la semaine Philo Monaco, un sujet sensible et universel est abordé, la parole des adultes face aux enfants autour de la sexualité et de l'éducation. Sur la scène du théâtre Princesse Grace, Chloé Salé et Cécile Ladjali ont confronté leur point de vue. La juge des enfants au tribunal judiciaire de Nice et l'agrégé en lettres modernes ont relevé un manque de confiance désastreux en le langage. Je pense qu'on vit à une époque qui est celle de l'image, du rapport frontal au sens, le caractère réflexif, spéculaire du langage nous permet, les mots, nous permettent d'aller vers un sens, mais de façon plus subtile, plus nuancée. Et il faut s'en remettre plus que jamais au pouvoir merveilleux du langage pour justement être moins confronté à une forme de violence du sens. Loin des discours moralisateurs, cette rencontre a surtout montré la nécessité d'adapter la parole à l'âge, au contexte et à la sensibilité de l'enfant, mais aussi de ne pas éluder des sujets qui les concernent directement, comme la sexualité encore trop souvent taboue dans certains cercles familiaux ou scolaires.
on peut tout dire, à condition que ce soit bien dit. Bien, c'est adapter son discours à l'interlocuteur, à l'âge de l'interlocuteur, à la sensibilité de l'interlocuteur. Moi, je suis absolument persuadée qu'on peut et qu'on doit tout dire, mais pour ça, il faut un certain talent et s'interdire quand on ne se sent pas capable de faire autre chose que du mal à l'autre, à celui qui nous entend, s'interdire de dire. Donc voilà, il faut être un professionnel du langage pour ça, un bon maître, un bon analyste, un bon professeur, voilà, c'est du travail, dire bien. La semaine Philo Monaco poursuit un objectif clair, réconcilier la vérité avec l'éducation dans un monde où les enfants sont parfois surexposés mais mal informés, parce qu'il n'est pas seulement question de dire la vérité, mais de bien la dire. Autre point d'intérêt pour les parents, l'usage du numérique et les risques qu'il peut générer. Depuis le début de l'année, des conférences appelées Mercredi du numérique sont organisées par le gouvernement, dont le but est de mieux informer le public. Et la dernière conférence, qui a eu lieu mercredi soir à Monacothèque, avait pour thématique cybersécurité, réseaux sociaux, parents vigilants face aux cyberattaques. On écoute à ce propos Georges Gambarini de la direction des services numériques. Alors, les mercredis numériques, c'est un cycle de conférences à destination notamment des parents d'élèves pour les sensibiliser à différentes problématiques liées à l'éducation numérique de leurs enfants. Donc le principe, c'est d'aborder des thématiques autour de la cybersécurité, autour des réseaux sociaux, autour du temps d'écran également, qui est un sujet important. C'est la 5e session cette année. Aujourd'hui, on va parler plutôt de cybersécurité. Donc l'objectif, c'est surtout de faire progresser les parents dans leur compréhension de ces enjeux, pour qu'ils accompagnent mieux leurs enfants au quotidien. Le message de ces conférences, il est très simple, c'est de dire, notamment aux parents d'élèves, que c'est normal d'avoir du mal à comprendre tous les enjeux autour du numérique et comment est-ce qu'on se positionne dans cette éducation numérique, parce que ça va tellement vite que nous, parents, on n'a pas forcément tous les codes. Donc l'objectif, c'est de monter les parents en maturité, en acculturation autour de ces sujets, pour qu'ils soient plus en capacité d'accompagner leurs enfants. Si on a nous-mêmes compris comment se protéger dans notre usage de notre téléphone, de notre smartphone, dans l'usage de nos ordinateurs, dans notre pratique d'Internet, on sera plus à même de transmettre les bonnes règles à nos enfants qui sont tous les jours confrontés à ces usages. Et des propos recueillis par Gaëtan Lebrun. Les caves de l'Hôtel de Paris se sont dévoilées hier dans leur nouvelle configuration. Le prince Albert II était présent et a pu découvrir les lieux. Les 1500 mètres carrés de galeries ont été rénovés pour encore mieux mettre en lumière et conserver les véritables petits trésors qui y sont abrités. C'est sur l'immensité des plages de l'océan Atlantique que la Fondation Princesse Charlène poursuit ses actions de sensibilisation. Après une démonstration dimanche dernier dans la piscine du Stade Louis II à l'occasion de la venue de la première dame française, Brigitte Macron, c'est à Messanges, dans les Landes, que les équipes de la Fondation sont intervenues hier pour former de jeunes enfants aux gestes qui sauvent en milieu aquatique. Passant tour à tour dans les ateliers installés sur la plage, ils ont pu apprendre à effectuer des massages cardiaques, à évoluer dans l'eau ou à franchir les vagues sur des planches de sauvetage, comme vous pouvez le découvrir sur ces images d'Oliver Ferry. Il est double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 2000 et 2004. Il s'est engagé aux côtés de Peace and Sport pour promouvoir la paix par le sport. Et c'est un ami de Monaco où il a fréquemment fait étape. Pascal Gentil a participé aujourd'hui à la Sun Conférence et il nous fait le plaisir de répondre à notre invitation. Bonsoir Pascal Gentil. Bonsoir Patricia. Nous sommes très heureux de vous revoir à Monaco. Vous êtes souvent venu lors de votre carrière sportive. Ce sont toujours de bons souvenirs ? Des très très bons souvenirs. Je me suis entraîné ici, j'ai préparé les Jeux Olympiques de Sydney 2000 et d'Athènes 2004. Et je vous fais une confidence, j'étais là il y a quelques semaines pour le Grand Prix de Monaco. Ah oui, toujours un bel événement aussi. Vous avez été double médaillé olympique de taekwondo en 2000 et 2004. Et aujourd'hui, vous intervenez dans le cadre de la conférence d'investissement Sun Monaco. Comment s'est passée votre reconversion? Quelle est votre nouvelle vie, Pascal Gentil? Alors,
Ma reconversion s'est très bien passée. Écoutez, je suis un sportif de haut niveau qui s'est entraîné 6 heures par jour, 5 jours sur 7. Et quand on apprend du sport que l'échec n'est ni plus ni moins qu'une étape vers sa réussite future, on ne doute de rien. Donc aujourd'hui, je fais partie de ces gens qui croient qu'avec beaucoup de travail, beaucoup de résilience et de persévérance, on peut tout faire. Aujourd'hui, je travaille pour le groupe ADP, Aéroport de Paris. J'ai vécu 10 ans en Chine et j'ai travaillé successivement pour le groupe Veolia. Et j'ai travaillé les 4 dernières années pour l'organisation des Jeux de Pékin 2022. Voilà, donc aujourd'hui, je m'occupe de RSE pour le groupe ADP, Aéroport de Paris. Donc finalement, vous avez eu 1000 vies. Vous êtes ce que l'on appelle un touche-à-tout, un curieux de la vie? Tout à fait, un touche-à-tout, un curieux de la vie. J'étais représentant des Français de l'étranger, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément conseiller consulaire. J'étais vice-président de la French Tech. Aujourd'hui, j'investis beaucoup dans l'immobilier. Et je vous lance une confidence, je suis en train de travailler pour un lancement d'une néobanque qui s'appelle Horizon, et dont vous allez entendre parler très bientôt. Donc on est pile dans le scoop. Vous l'avez dit, vous avez longtemps vécu en Chine dans le cadre de vos activités. C'est un pays surprenant. C'est un pays surprenant qui est en permanence mouvement, en perpétuel mouvement, en transformation. C'est un pays qui va très vite. Et à ceux qui veulent arrêter la progression chinoise, je leur dis bon courage. Dans l'automobile, dans les semi-conducteurs et dans toutes les nouvelles technologies, la Chine, ça va très vite. Et il faut prendre le train, il faut non pas les copier, puisque c'est eux qui ont copié pendant un moment. Et aujourd'hui, ils investissent massivement, mais il faut vraiment comprendre que c'est un monde différent, c'est une culture différente et c'est un peuple qui va de l'avant. Pascal Gentil, je sais aussi que vous vous investissez pour la paix par le sport qui est cher à la Fondation Peace and Sport ici à Monaco. C'est quelque chose en quoi vous croyez profondément ? Oui, complètement. J'ai été au début avec Joël Bouzou, évidemment sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert de Monaco. On a fait en 2007 le Marathon de la Paix avec des grands champions comme Marie-Josée Pérec, Richard Dacoury et bien d'autres. Oui, je crois fondamentalement qu'aujourd'hui il est important de se mobiliser pour la promotion de la paix. Quand on voit les conflits qu'il y a dans le monde, quand on voit dans mon pays un petit peu les discours décomplexés de certaines personnes, il est important que nous, sportifs de haut niveau, nous utilisions notre voix, au-delà des réseaux, notre influence pour pouvoir faire la promotion de quelque chose d'aussi beau que la paix. Et porter des messages. Que peut-on vous souhaiter dans les prochains mois, prochaines années? Alors vous l'avez dit, vous avez un projet en cours, mais est-ce que l'on peut vous souhaiter aussi un beau rôle? Parce que je crois que le cinéma vous a toujours intéressé. C'est vrai que j'ai toujours été attiré par le noble art. Aujourd'hui, je suis plutôt acteur de ma réussite et je suis un touche-à-tout, je suis curieux et j'ai des enfants que j'accompagne dans leur croissance et c'est un bonheur. Ouais, quoi de plus beau qu'être effectivement acteur de sa réussite. Merci Pascal Gentil d'avoir été notre invité à l'occasion de cette escale à Monaco. Merci Patricia. C'est déjà la dernière de la saison au Théâtre des Muses avec la pièce Une bonne bière, une comédie de Xavier Martel mise en scène par Gilles Deyrec et qui aborde, non sans rire, les thèmes de la mort, de la famille et du vélo. Juliette Rappert et Thomas Deus ont pu assister aux dernières répétitions. Et sinon, on a un peu plus sport, il y a ça. Avec ou sans la casquette? T'as qu'à t'en occuper si t'as une meilleure idée. Ah non mais moi je trouve ça très bien, je trouve ça plus gai. Et pour symboliser la dernière étape, c'est plutôt cohérent. C'est l'histoire de 3 frères et d'une sœur qui se sont perdus de vue et qui se retrouvent dans leur maison d'enfance pour organiser les obsèques de leur père. Le sujet pourrait sembler pesant et pourtant la comédie Une bonne bière, écrite par Xavier Martel, parvient à faire rire tout en touchant juste, grâce à une plume fine et une mise en scène rythmée. Les situations se révèlent, les caractères se révèlent et puis finalement quand on prend un peu de recul c'est quand même très drôle parce que voilà, se battre pour une gourmette, pour une cuillère en argent, c'est un peu ridicule en soi. Donc c'est assez simple d'en faire de l'humour. J'ai la gourmette en question, on va se déchirer à ce sujet. Ce qui serait bien, c'est le Capri. Parce
que pour papa, c'est fini. Tu veux bien te hisser à la hauteur de l'événement, s'il te plaît? Entre tensions fraternelles, disputes absurdes et souvenirs d'enfance qui ressurgissent, les dialogues fusent, pleins de tendresse, d'ironie et de vérité qu'on préfère parfois oublier. Se déchirer autour d'un héritage, se déchirer autour du choix d'un cercueil, voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui... Les émotions étant tellement à fleur de peau que tout rejaillit comme ça à l'occasion d'un événement pareil. Donc ouais. Puis en rire, c'est simple, puisque souvent on rit de ce qui va mal, on rit rarement de ce qui va bien. Mais eux, ils arrivent comme des clowns, en fait, comme des comiques, tout simplement, à tourner la situation de manière à ce que nous, on rit. Donc c'est une pièce qui devient complètement un exutoire. Du début à la fin, on a presque envie de faire partie de leur famille. On aimerait être avec eux sur le plateau, non pas pour vivre cette situation, mais tout simplement pour rire. Entre émotion et éclat de rire, Une bonne bière est un vrai moment cathartique, une pièce qui fait du bien au moral et qui donne furieusement envie de prendre un verre en famille. On n'enterrera pas mon père dans un hamac. Un hamac n'est pas un cercueil, un hamac est un hamac. Cette pièce est donc la dernière de la saison au Théâtre des Muses. Elle sera jouée demain vendredi 13 juin à 20h, samedi 14 à 18h et 20h45 et dimanche 15 à 14h30 et 17h. Et puis ce week-end également, je vous l'ai dit, vous pourrez vous rendre sur le Rocher pour la 6e rencontre des sites historiques Grimaldi ou au Festival de télévision. Et pour vous mettre dans l'ambiance, nous allons redécouvrir aujourd'hui les plus beaux clichés de l'édition 2005, il y a tout juste 20 ans. L'époque des séries Sous le soleil, Lost, Joséphine Ange Gardien et l'immuable Amour, gloire et beauté, des clichés de Charlie Gallo. Restez avec nous dans quelques instants, les prévisions météo de Léa Dutrouille. Demain à 19h, vous avez rendez-vous avec Sarah Inkari. Très belle et douce soirée à vous. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à toutes et à tous. Demain ne déroge pas à la règle. Monaco vivra une bonne journée encore bien estivale, dominée par un soleil légèrement voilé, mais le ciel restera globalement lumineux. Les températures, elles, seront généreuses et parfaitement de saison. Il fera 22 degrés dès le matin et jusqu'à 28 degrés attendus dans l'après-midi. Mais attention, le ressenti montera très vite avec parfois 37 degrés sous un indice UV8. Si vous êtes à la plage, la température de l'eau avoisinera quant à elle les 20 degrés. Côté calendrier, ce 13 juin, nous célébrerons tous les Antoine, un prénom classique et intemporel très utilisé à partir du Moyen-Âge. Je vous souhaite une agréable soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.